fête. 11h30, c'est l'heure de BFM TV répond à vos questions et c'est avec Fanny Wegscheider. Bonjour. Bonjour Fanny, au programme. Alors aujourd'hui, évidemment, on va retourner à Mayotte après cet appel à l'aide du conseil départemental à demander l'état d'urgence, à demander l'état de catastrophe naturelle et puis surtout cette première nuit sous couvre-feu qu'ont vécu les habitants mahorais, la solidarité également qui se met en place du côté de la Réunion. Ensuite, on prendra des nouvelles de cet enfant qui a été giflé par François Bayrou il y a de ça 22 ans. Voilà, depuis qu'il est devenu Premier ministre, la vidéo devient virale. On va voir ce qu'il devient. On va parler également des mutuelles santé. Attention, c'est la nouvelle qui fâche un peu aujourd'hui. Ça va nous coûter un peu plus cher. On va comprendre pourquoi. Et puis, on va voir également que les conditions de circulation dans les zones à faible émission vont se durcir à partir de janvier, à quelques exceptions près. Mais d'abord, donc, Mayotte et le département qui demandent des mesures exceptionnelles. Oui, et en effet, avec le conseil départemental qui a donc adressé ce courrier au Premier ministre en demandant deux choses. Le déclenchement rapide de l'état d'urgence. Vous voyez, ça c'est pour la sécurité des personnes et des biens et également la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin de débloquer les aides qui vont pouvoir les assurances de reconstruire et d'aider les habitants. Il y a aussi ce couvre-feu qui est désormais en vigueur. Exactement, Jérôme qui demande pourquoi Mayotte est sous couvre-feu. Alors c'est pour éviter les pillages, pour garantir la sécurité évidemment. En fait, on ne peut pas sortir la nuit. Exactement, entre 22h et 4h du matin, la mesure a été mise en place depuis hier avec un Urbance qu'on va retrouver sur place, notre reporter qui est à Kawezi à Mayotte et qui va nous expliquer cette première nuit qu'ont vécu les Mahorais. Oui, pour regagner la sécurité, un couvre-feu imposé de 22h jusqu'à 4h du matin, mais aussi pour permettre aux autorités de travailler plus sereinement parce que ici, sur l'île de Mayotte, les urgences vitales, elles sont partout. Il n'y a plus d'eau courante, ni d'électricité, ni d'accès à la nourriture. Juste derrière moi, par exemple, vous voyez une file de personnes et elles sont en train de faire la queue. Elles espèrent pouvoir retirer de l'argent pour ensuite aller dans les supermarchés qui auraient encore des provisions pour acheter de la nourriture. Sur ces images également de Domi Tiberto, vous voyez Kaweni, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de Mayotte. Il était essentiellement constitué de bangas. Ce sont des habitats très précaires faits de tôle et de bois. C'est un quartier qui a été broyé par les rafales. Il est totalement parti en confetti, il ne reste plus rien et ces habitants ils sont allés se réfugier notamment dans des lycées pour avoir un toit au-dessus de leur tête, mais toujours pas d'eau ni de nourriture. Il y a très peu d'informations sur les distributions en cours pour éviter notamment des émeutes et une concentration d'habitants en un seul et même endroit. Une situation donc très précaire à Mayotte où les habitants manquent absolument de tout. Oui, alors que 120 tonnes de nourriture doivent être distribuées aujourd'hui. De la nourriture, de l'eau qui partent de l'île de la Réunion. Ouais. C'est la base arrière d'où s'organisent les secours et la solidarité également. Voilà, la solidarité à la Réunion et partout d'ailleurs. On rappelle d'ailleurs ce chiffre. Hier, il y a eu cette grande soirée de solidarité chez nos confrères de France 2. Eh bien, elle a permis de récolter 4,6 millions d'euros. Il faut le signaler tout de même. On voit que les gens sont mobilisés. Et c'est le cas, évidemment, on le disait, à la Réunion, Angie Louata. Vous êtes notre envoyé spécial sur place à Saint-Leu. Avec parmi toutes les initiatives qui sont mises en place, eh bien, ces associations qui se regroupent pour collecter des dons et les faire parvenir aux Mahorais. Exactement, un peu partout sur l'île, dans les différentes villes, avec différentes associations, des initiatives individuelles ici. On a monté quelques escaliers, on est dans les locaux, dans le bureau même du président de l'association Nout Gazondry. Vous êtes organisé, on va montrer directement et vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous avez ici, d'où ça vient, de la part de qui ? Alors, on a reçu vraiment beaucoup de choses de la part des citoyennes, des citoyens réunionnaises et réunionnais. On a reçu du matériel, on va dire des kits sanitaires. On a reçu du gel hydroalcoolique. On a reçu, par exemple, là, vous voyez des pansements, des appareils pour perfusion, par exemple, stérilisés. On a reçu des bouteilles d'eau, du riz. On a reçu des conserves. Vraiment, là, la question, c'est l'urgence. Comment répondre à l'urgence sanitaire et l'urgence aussi alimentaire à Mayotte. On a reçu ces dons de citoyennes et de citoyens mobilisés pour le coup, pour Mayotte. Et bien sûr, on se sent vraiment tous concernés. Comment vous avez fait pour évaluer ce dont ils ont besoin ? Vous avez des relais aussi à Mayotte qui vous disent ce dont les gens ont besoin ? Alors déjà, un relais important, c'est qu'on a une association qui s'appelle Mayotte a soif, qui est une association mahoraise et qui nous sert en fait de relais pour Mayotte. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils vous racontent de la situation là-bas ?
Alors tout simplement, c'est déjà nous, on vit la situation parce qu'on a des proches aussi qui habitent là-bas et cette association nous fait état vraiment d'un chaos. Il faut dire les choses comme c'est. Hein. C'est un chaos vraiment qui arrive à Mayotte, donc un cataclysme auquel il faut faire face. Et on n'y pourra pas faire face sans la solidarité de tous. Dernière chose, et c'est la plus importante, quand est-ce que ça va partir tout ça là? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est une aide civile. C'est-à-dire qu'on stocke, on fait les rassemblements, on stocke. Donc, ça partira d'ici une semaine ou deux. Ça viendra, en fait, comme on appelle le jour d'après. Le jour d'après, c'est souvent le jour le plus difficile. C'est là où il manquera, en fait, beaucoup de denrées, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous faisons aussi ce stockage pour avoir la deuxième vague d'aide alimentaire et sanitaire. Anticiper l'après. Merci beaucoup, Karim. Évidemment, bravo pour tout ce que font les Réunionnais qui se mobilisent ici. Vous le voyez à travers les associations. Tout le monde essaye d'apporter son petit grain de riz puisque ça fait écho au nom de votre association. Merci Angie Loata avec Anthony Métro en direct de Saint-Leu, donc à La Réunion. Et cette question de Solène, à combien s'élève l'aide de l'État si on fait un don à Mayotte? Alors elle fait évidemment allusion à cette défiscalisation qui a été annoncée hier par Matignon, le Premier ministre, qui promet que pour tous les dons qui sont faits à partir de maintenant, eh bien 75% d'économies d'impôts seront permises. En gros, si jusqu'à 1 000 € de dons. Alors si vous donnez par exemple 100 € de dons, eh bien vous aurez une économie de 75 € sur vos prochains impôts, ce qui fait que vous n'aurez sorti que 25 € de votre poche. Ça ne vous coûte que 25 €, effectivement. Le chef de l'État est attendu sur place demain matin. Oui, en effet. Et question de Flavien, justement, qui se posait la question de quand les autorités se rendraient sur place, et notamment le président de la République. On va le voir avec vous, Alexis Cuvillier. Cette visite, elle est donc attendue jeudi, demain. Comment elle va se dérouler? Qu'est-ce qu'on attend? Oui, le président de la République a un peu surpris dans ce calendrier. Il a choisi de s'y déplacer dès demain, alors qu'il était en principe attendu, annoncé dans un Conseil européen à Bruxelles. L'absence d'un dirigeant français dans ce type de réunion européenne, c'est rarissime. C'est très probablement du jamais vu, en tout cas de mémoire de journalistes qui suivent Emmanuel Macron depuis 2017. Il a choisi, comme c'est l'usage parfois, de se faire représenter par l'Allemagne pour ce Cénacle européen, pour pouvoir aller le plus rapidement possible sur l'île, pour pouvoir constater les dégâts et échanger avec les élus et avec les secours. À ce stade, nous n'avons pas plus d'informations sur le programme. On sait que le président de la République a un agenda très chargé. Il est attendu vendredi soir à Djibouti pour le Noël des armées. Il ne devrait, selon toute vraisemblance, pas s'éterniser sur l'île de Mayotte pour des raisons de sécurité et de mobilisation des équipes. Les équipes ont autre chose à faire, bien sûr. Évidemment, les équipes qui ont déjà géré, vous savez, il y a quelques jours, la venue du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a été le premier à constater la répartition des effectifs et à suivre le déploiement des secours sur place. Et puis nous avons appris que dans un deuxième temps, pour pouvoir suivre le chantier notamment de la reconstruction, ce serait davantage le Premier ministre qui suivrait peut-être ce dossier. François Bayrou a dit qu'il se déplacerait lui aussi en son temps dans le département d'Outre-mer. Une fois que son gouvernement sera formé, c'est ce qu'il a dit hier à l'Assemblée. Ouais, il espère que ce sera en fin de semaine. On verra comment ça s'organise. Depuis qu'il est à Matignon... Longue carrière politique de François Bayrou. Depuis qu'il est à Matignon, il y a une vidéo qui est ressortie et qui est virale sur les réseaux sociaux. C'est ça, un peu quand on prend la lumière et forcément les vieux dossiers qui réémergent. La gifle. Cette vidéo de la gifle, regardez. Strasbourg 2002. Il accusait le garçon de lui faire les poches et il s'est tapé une claque. François Bayrou qui était en campagne présidentielle à l'époque, et Prune qui demande que devient cet enfant qui avait été giflé. Eh bien, BFM Alsace l'a retrouvé. Ah, bravo. Figurez-vous. C'est notre journaliste Célia Debès qui l'a rencontré et qui nous livre aujourd'hui son parcours. Attention, pas très glorieux malheureusement. Oui, c'est un parcours malheureusement un peu chaotique par lequel est passé Yacine G, aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme en 2022 pour trafic d'héroïne et de cocaïne. Mais revenons 20 ans en arrière, cette fameuse gifle qui lui a été décochée par François Bayrou a fait le tour des journaux télévisés. Yacine G était alors surnommé, selon son avocat, Bayrou dans son quartier de la Méno à Strasbourg. Yacine, c'est un jeune qui a eu pas mal de soucis avec la justice. En 2012, à 21 ans, il prend 4 mois de prison ferme pour outrage et violence envers des policiers. À cette époque, le jeune majeur compte déjà 6 accusations, 6 condamnations dans son casier judiciaire. Et puis arrive en 2020 cette affaire de trafic de stupéfiants entre Strasbourg et les Pays-Bas. 8 kilos d'héroïne, 1 kilo de cocaïne sont saisis. Plusieurs interpellations. Yacine G considéré
comme le donneur d'ordre, réussit à prendre la fuite, mais est rattrapé en 2021. Un an plus tard, il est condamné à 10 ans de prison ferme et 10 000 € d'amende. Il purge actuellement sa peine. On parle maintenant pouvoir d'achat, Fanny. Les mutuelles vont augmenter. Oui, en effet, c'est la mauvaise nouvelle et c'est la conséquence en partie de la hausse des dépenses de santé. On va le voir avec Margot Defrouville dans un instant. Tout d'abord, cette question de Sacha qui nous demande de combien elle va augmenter cette cotisation de mutuelle. Voilà, il y a plusieurs cas. Alors, en moyenne, c'est à peu près 6% de plus, vous allez le voir. C'est précisément plus 5,3% pour les particuliers qui cotisent à une mutuelle et puis pour les salariés qui cotisent par la mutuelle obligatoire de leur entreprise, c'est plus 7,3%. Avec cette question, il y a forcément donc des raisons à cette hausse. Margot, comment est-ce que les mutuelles se justifient de ça? Alors, la première justification, c'est l'augmentation des dépenses de santé, bien au-delà de l'inflation. Pour 2024, cette croissance, elle est estimée à 3,3%, mais ça devrait être dépassé. Et pour l'an prochain, pour 2025, le budget de la sécurité sociale tablait sur 2,8%. Les mutuelles insistent sur le fait aussi qu'elles remboursent de plus en plus de prestations. On pense notamment au 100% santé, ce qui permet d'avoir des lunettes, des prothèses dentaires ou des prothèses auditives sans reste à charge. L'augmentation également du ticket modérateur, ce fameux reste à charge pour les mutuelles. Pour les soins dentaires, on sait que l'assurance maladie, elle prend moins en charge les actes des chirurgiens dentistes, parce que le taux de remboursement, il est passé de 40 à 30%, ce qui se répercute mécaniquement sur les mutuelles. Et puis, la revalorisation également des professionnels de santé. Par exemple, la consultation chez un médecin généraliste passera la semaine prochaine, à partir du 22 décembre, de 26,50 € à 30 €. Si on accumule tout ça, selon la mutualité, ça revient à 2 milliards d'euros de plus pour les mutuelles. Alors, il y a quand même aussi une autre raison qui va un peu dans le sens de l'intérêt des Français, c'est la prévention. Ça va aussi permettre de faire plus de prévention sur le long terme, de baisser le risque de maladie. C'est ce que dit en tout cas le président de la mutualité française. Ces hausses, elles sont aussi la poursuite du fait qu'on souhaite investir davantage sur la prévention. On a décidé avec les pouvoirs publics d'aller vers une génération sans carie, de faire en sorte que les 3-24 ans, puis ensuite les 3-25 ans, puis on évoluera progressivement, puissent bénéficier chaque année de consultations de prévention pour éviter qu'ensuite ils aient besoin de prothèses dentaires, etc., parce qu'il y aurait eu des caries. Tout ça, c'est un investissement. Je pense que c'est un investissement utile pour la santé de l'ensemble de la population, pour réduire les inégalités en santé. Donc je pense que c'est des dépenses utiles. Aujourd'hui, les mutuelles sont appelées à prendre en charge 70% de la vaccination du Beyfortus, vous savez, le vaccin contre la bronchiolite des enfants, des nourrissons, qui évite des hospitalisations, ce qui évite déjà beaucoup de mal-être pour les enfants, mais beaucoup de craintes pour les parents. C'est 70% sur un vaccin à 400 €. Mesurez combien ça coûte. Toutes ces dépenses, ce sont des dépenses nouvelles, je pense que ce sont des dépenses utiles. La question, c'est comment on les répartit solidairement, comment on se protège les uns les autres, et c'est ce à quoi s'emploient les mutuelles. Et puis Margot, il y a aussi ce flou forcément avec ce budget qui n'a pas pu être voté à cause de la censure. On imagine que ça n'aide pas plus. Non, les mutuelles ont dû composer leur estimation aussi dans le brouillard, puisque le budget 2025 de la sécurité sociale prévoyait un transfert vers les mutuelles, notamment en raison de la baisse de prise en charge des indemnités journalières par la sécurité sociale. Et puis on en a beaucoup parlé sur ce plateau, une réduction de 5 points du taux de remboursement des médicaments, mais aussi des consultations. Alors avec la censure, ces transferts ils ne sont plus à l'ordre du jour. Mais on se doute qu'il y aura un nouveau budget, donc peut-être que ces mesures seront de nouveau proposées. Et puis sur la forme, ça peut aussi prendre la forme réglementaire, puisqu'on sait que l'augmentation du ticket modérateur peut prendre la forme d'un décret. Merci beaucoup Margot. Question maintenant sur les ZFE, ces fameuses zones à faible émission que de plus en plus de villes mettent en place et qui veulent interdire les véhicules les plus polluants. Oui, c'est une mesure écologique en effet pour interdire certains secteurs des villes à la circulation des voitures les plus polluantes. Il y en a 42 de ces ZFE. Et Louise nous demande quelles sont les voitures qui ne pourront plus rouler à Paris à partir du 1er janvier. Le Grand Paris fait partie de 4 ZFE où les voitures critères 3 seront donc interdites. Il y a aussi Lyon, Montpellier et Grenoble. On voit ça avec vous, Pauline Ducamp. Bonjour, notre spécialiste auto à BFM Business. Il y a certaines zones, cependant, qui vont assouplir la mesure, qui vont permettre à ces voitures polluantes de circuler. Pourquoi ?
Alors en fait, il y a une dimension écologique, puisque finalement, en fait, il y a beaucoup plus de villes qui auraient dû durcir leurs critères. Il y en a finalement que les 4 qui sont affichés à l'écran. Et obligatoire, en fait, il n'y a que le Grand Paris et Lyon, Montpellier et Grenoble. C'est quelque chose qui a été fait volontairement. Ça avait été décidé en fait au printemps, où on avait regardé, il y avait une grande revue au ministère de la Transition écologique sur la pollution des villes. On s'était rendu compte qu'en fait, c'était vraiment compliqué qu'à Paris et à Lyon. La dimension pragmatique aussi, en fait, pour qu'une ZFE entre en vigueur et soit respectée, il faudrait des contrôles et des contrôles automatiques. Ces contrôles, en fait, ils ne vont être mis en place qu'à partir de 2026. Donc les élus disent, sans contrôle, on peut faire de la pédagogie, mais finalement, on ne pourra pas vraiment renforcer la ZFE dans les faits. Il peut quand même y avoir des sanctions ponctuelles. Si un agent de police vous arrête, là, c'est une amende de classe 4. Si on a la mauvaise vignette, si on n'a pas la bonne vignette, aussi, par exemple, même on n'a pas de vignette du tout, parce que voilà, ça existe encore. Oui. Ça existe encore, certains n'en ont pas. Et donc là, c'est 135 €. Mais il y a aussi une dimension économique. En fait, les élus ont vu que les aides, en fait, pour changer de voiture, vont être rabotées. La prime à la conversion, qui était une aide très importante, notamment pour acheter mettre sa vieille voiture à la casse et acheter une voiture d'occasion un peu plus récente, elle a été carrément supprimée. C'est un peu compliqué de dire aux gens, en fait, on va vous interdire de venir avec votre voiture, et puis en même temps, on vous donne pas d'aide pour en changer. Donc finalement, on voit qu'à Paris, en fait, avec les assouplissements, avec ces passes dérogatoires qui ont été introduits, mais qui le seront aussi à Lyon ou à Montpellier, à Paris, par exemple, c'est un tiers de l'année où ces voitures pourront finalement rouler dans la capitale. Et ça concerne les voitures de vignette critère 3. On rappelle ce que c'est comme véhicule? Alors, critère 3, c'est la petite vignette orange. Alors, ce sont en fait les diesels qui ont plus de 14 ans, les voitures essence qui ont plus de 19 ans. Il y a aussi les scooters ou les tricycles, alors là, qui ont été immatriculés avant 2016. Si je prends juste les voitures, c'est 21% du parc roulant. C'est à peu près 8 millions de véhicules en France. Alors, on le disait, ces ZFE, elles existent dans plusieurs villes. On a vu celles qui vont faire ces dérogations. Ça va durer jusqu'à combien de temps, cet assouplissement? Alors, ces assouplissements, officiellement, là, les élus disent 2026, on aura des contrôles automatisés. Donc, ce coup-là, on ne pourra plus faire... donc, on a un an de rab. Croire, voilà, qu'on ne savait pas. Mais ensuite, au-delà de ça, on regarde 2028, puisqu'il y aura d'autres durcissements qui sont annoncés, 2028, 2030. Mais c'est très difficile, en fait, d'avoir une idée, puisque ces ZFE, depuis que ça a été introduit, en fait, le calendrier a déjà bougé. Ce qu'on vous conseille pour les automobilistes, c'est en fait de se renseigner auprès de leur municipalité et puis de commander, quoi qu'il arrive, leur vignette critère. C'est un peu moins de 4 €. Commandez bien sur le site officiel. C'est plus sûr. Merci, Pauline. Noël, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine. Bah si, non, le 25, c'est pas dans une semaine. Si, je crois bien. Enfin bon, bref, ça dépend si vous le fêtez le 24 ou le 25, si vous êtes en avance ou pas. Si vous avez fini vos cadeaux, si vous êtes du genre plutôt boutique, dernière minute, ou vous faire livrer parce que vous n'avez plus le choix. Oui, moi aussi. La veille, quand il y a plein de monde, c'est vraiment bien dans les magasins. Alors surtout, on veut savoir où sont nos cadeaux pour ceux qui ont commandé en ligne, en effet, et qui sont un peu plus... Ça cafouille, hein. Voilà. Il y a eu des petits couacs avec cette grève, notamment de DHL. Et Mathieu qui nous demande justement cette grève, est-ce qu'elle va permettre de bien recevoir nos cadeaux? On vous rassure, ça y est, c'est terminé. Depuis la nuit de vendredi à samedi, les grévistes ont arrêté leur mouvement social. Mais c'est vrai que cette période de l'année, c'est la période la plus chargée pour toutes ces plateformes de livraison, tous ces... On les voit dans les rues, hein. Ils n'arrêtent pas, les livreurs. Amazon, etc. Et qui sont à plein régime. À flux tendu, Voilà comment ça se passe. Vous allez voir ce rush qui est vécu de l'intérieur grâce à Cédric Fesch qui nous emmène dans les coulisses d'un centre de tri logistique de Vissou, en région parisienne, dans l'Essonne. Et vous allez voir que tout est réglé comme du papier à musique. Donc vous devriez recevoir vos cadeaux à temps. Je vais vous montrer le parcours des colis juste avant Noël. Regardez, parmi tous ces colis, il y a peut-être le vôtre. Alors, ça n'a pas l'air là, mais on est à l'arrière d'un camion. Il arrive 12 camions avec ces colis-là. Il arrive de la plateforme de tri de Montreux-sur-le-Jard, qui nous a envoyé ces colis en cours de nuit, en caisse mobile. Bon, alors, on va continuer à avancer. Et alors, ils vont où tous ces colis là qui sont en train de se décharger dans ce centre de tri de Vissou là? Ils vont où après là? Ils sont injectés sur l'anneau de tri qui va les trier par tournée. Et le livreur n'aura plus qu'à les récupérer et les charger directement sur son camion. On a suivi le tapis roulant, on est monté d'un étage. Regardez, le camion, il est tout en bas là-bas au fond. Et donc, d'ici, on domine toute la plateforme. Alors, c'est quoi ces camionnettes là et ces colis qui sont juste derrière? Ce sont les camionnettes des colis postiers qui vont tout à l'heure vous remettre le colis en boîte aux lettres ou en main propre. Il est en train de flasher tous ces colis pour qu'on puisse avoir une traçabilité du colis de bout en bout. Et tout à l'heure, il sera chez vous pour livrer le colis. On est redescendu au niveau du sol et on est vraiment à l'endroit où c'est le plus impressionnant avec cette montagne de colis. On appelle ça le bas des chutes. Vous comprenez pourquoi vous avez les colis qui descendent du tapis roulant où on était tout à l'heure. Pourquoi c'est aujourd'hui dans l'année, le jour où vous avez le plus de colis? En fait, on est sur la dernière ligne droite. Les clients ont commandé samedi, dimanche. Ça a été préparé samedi, dimanche et lundi chez les chargeurs. Et donc du coup, ça arrive aujourd'hui chez nous et ça sera distribué aujourd'hui.
Donc c'est la journée vraiment la plus chargée de l'année. On a 50 714 colis. Et oui, comment vous arrivez à savoir au colis près le nombre de colis que vous allez traiter? Tout est flashé en entrée du centre. Donc tous les colis sont flashés, on connaît à l'unité près le nombre de colis qui sont traités. Et donc là, vous voyez, c'est un facteur qui est en train de flasher ces colis. Vous allez distribuer dans quel quartier là? Dont Verrières-le-Buisson et Igny. Bon, et il arrive qu'il y ait des accidents. Alors là, on a un cas particulier. Regardez ce colis qui a été déchiré. Bon, c'était un peu optimiste, hein. Il n'y avait que du papier, ça ne pouvait pas tenir. Dans un cas comme celui-là, vous allez faire quoi alors? Nous allons vérifier si la marchandise, si le colis est complet. Nous allons le réparer, faire un flashage comme quoi le colis a été réparé, le remettre en distribution. C'est du sérieux. Non, mais c'est impressionnant, c'est bien de voir les coulisses. Merci beaucoup, Fanny. Vous revenez à 14h30. Oui. Très bonne journée sur BFM TV. Tout de suite, c'est l'heure du déj avec Ashley Chevalier. À demain.